Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous votre bienvenue dans le décryptage pour commencer ce programme du soir. Et c'est bien évidemment avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf et bienvenue. Merci. Bonsoir Guillaume. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation Mamadou Diouf. Avec vous aujourd'hui, nous parlons de l'Angola, Biden en Afrique avant la fin de son mandat. Le président américain Joe Biden est en visite officielle sur le continent africain et c'est justement en Angola qu'il s'est posé depuis ce début de semaine pour plusieurs raisons. On va tenter de comprendre les raisons de sa présence sur le continent avec vous. Alors pour commencer, Joe Biden est finalement arrivé sur le continent africain à la fin de son mandat, puisqu'on sait qu'il doit rendre le pouvoir en janvier prochain. Qu'est-ce qu'il fait sur le continent africain, Joe Biden? Il y a deux choses. La première chose, c'est une promesse qu'il avait tenue lors de ces sommets que moi je n'aime pas trop, qu'on appelle sommet USA-Afrique. Il avait promis en 2022 qu'il va venir sur le continent africain pour une visite officielle. C'est pourquoi ça s'est répété tout le temps, le mandat est en train de finir, il n'est pas encore allé en Afrique. La dernière fois qu'il l'a programmé, il y avait des catastrophes naturelles au niveau des États-Unis qui l'ont empêché de le faire. Il y a deux problèmes à ce niveau. Le premier, c'est que c'est complètement à la fin du mandat. Il sera remplacé par Trump. Est-ce que les engagements qu'il va prendre, Trump va les poursuivre? Parce que n'oublions pas que quand Trump est venu au pouvoir, pas une seule fois il n'a foulé le sol africain et l'Afrique ne semblait pas être une priorité pour lui, sauf bien sûr s'il faut mener un combat contre la Chine, contre la Russie, etc. Ça pose ce problème-là parce que c'est carrément en fin de mandat, ce président qui arrive est actuellement effectivement le président des États-Unis, mais c'est le président sortant qui sur le futur n'a actuellement pratiquement aucune possibilité de faire quoi que ce soit. Il y a cet aspect qui est là. L'autre aspect, il avait fait des promesses en termes d'investissement sur le continent africain et l'investissement concerne cette zone avec l'Angola, avec la RDC, avec la Zambie. Et effectivement, le travail a commencé avec un chemin de fer qui va relier pratiquement au niveau de cette partie, l'Est et l'Ouest de l'Afrique, sur pratiquement 1287 km, ce qui est une infrastructure, à mon avis, intéressante. Et qu'on se rappelle qu'avec l'Union africaine, pendant un temps, il y avait ces plans Oméga, plans ceci, où on avait mis au devant la question des infrastructures. Mais voilà ici un exemple intéressant d'infrastructures à mettre en place pour pouvoir écouler les matières premières. Le hic, c'est qu'on reste dans l'exploitation parce que la règle aujourd'hui serait plutôt de ne pas donner directement des matières premières que l'on vend à petit prix, mais de voir comment faire de la transformation avant de mettre sur le marché international. Alors que ce chemin de fer est en train de favoriser l'ancienne méthode qui consiste à prendre les matières premières pour mettre à disposition à partir de l'Angola, à partir de la RDC et au niveau de la Zambie. Alors, je le disais, est-ce qu'il est venu juste pour les affaires ou aussi pour des visées politiques? Il y a des visées politiques parce que quand on regarde la déclaration officielle au niveau des États-Unis, ils disent « Nous ne demandons pas aux pays africains de choisir entre la Chine ou la Russie ou les États-Unis. » Quand on entend ça, c'est comme si c'est des gens qui sont venus uniquement pour des questions économiques. Mais la même personne, qui est le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, continue en disant, parce que trop souvent, vous avez des pays qui viennent en Afrique faire des prêts avec des investissements qui sont irréguliers et qui finalement mettent les pays africains dans une situation de surendettement. Ici, le message devient très clair. On désigne la Chine, puisque à l'échelle internationale, tout le monde se plaint en disant non, la question de la dette a toujours été un problème en Afrique. Dans la coopération avec la Chine, on est revenu sur cette question de l'endettement. Mais bon, je ne crois pas à l'objectivité de ce discours, même s'il est vrai qu'il y a un endettement qui est là. L'Angola, par exemple, est endetté à hauteur de pratiquement 17 milliards par rapport à la Chine, ce qui fait 40% de son endettement global. C'est vrai que ce n'est pas petit, mais ici, derrière le discours américain qui donne des chiffres qui sont vrais, mais il y a cette guerre des États-Unis sur le plan économique contre la Chine à l'échelle mondiale. Ce n'est pas seulement à l'échelle du continent africain. Vous avez déjà entendu Donald Trump qui n'a même pas encore
été investis, qui commencent même à annoncer des sanctions. En disant que nous ferons ceci, nous ferons cela, et la Chine a déjà d'ailleurs répondu. Bon, on est dans cette logique-là. C'est vrai que dans le discours, pour le rendre très diplomatique, on fait comme si on vient pour qu'il y ait des investissements sur le continent africain, mais il y a derrière un combat contre la Chine, un combat contre la Russie, surtout dans cette zone où, il faut le dire clairement, les Chinois sont très bien implantés, pas seulement en Angola, au niveau de la RDC également, au niveau de la Zambie, où même ce train qui veut transporter des matières premières, je me demande si les Américains ne vont pas avoir des accords avec les Chinois, parce que sur le plan minier, c'est les Chinois qui dominent économiquement dans cette zone. C'est eux qui sont surtout dans l'exploitation des mines au niveau de cette zone-là. Alors, quel est l'intérêt d'une telle visite pour le continent africain? L'intérêt, c'est que les États-Unis sont un partenaire économique intéressant. Sur ce projet, par exemple, Biden a pris la décision d'investir encore 600 millions de dollars. Il faut regarder un chemin de fer qu'ils disent moderne, parce qu'il n'est pas encore prêt pour qu'on sache de quoi il s'agit, qu'ils disent respectueux également de l'environnement, etc. Pour le faire, puisque les Africains ont encore cette incapacité de mettre ensemble leurs opérateurs économiques, parce que ça, les Africains auraient pu le faire en mettant ensemble nos opérateurs économiques, en faisant également du partenariat public-privé, pour qu'on puisse réaliser une œuvre extraordinaire et que cette œuvre soit le fait des Africains eux-mêmes, pour que l'argent reste ici. Parce que quand on rentre dans ces systèmes, c'est eux qui parlent d'endettement, on rentre encore dans un système d'endettement et de conditionnalité. Puisque dans ce projet, il y a les États-Unis, il y a également l'Union européenne, et comme je le dis tout le temps sur ce plateau, il n'y a aucun pays étranger qui vient en Afrique pour les beaux yeux des Africains. Tous ceux qui viennent pour leurs propres intérêts d'abord, avant de voir qu'est-ce que les Africains vont pouvoir gagner dedans. Le plus difficile, c'est que quand on a ces gros projets également, souvent il faut se poser la question sur les dessous de table, les 10% dont on parle habituellement, parce que parfois vous avez un projet extrêmement pertinent, on le voit souvent avec nos routes, où finalement la route se dégrade en 2 ans, parce que l'argent qui devait aller à la route est rentré dans les poches de plusieurs personnes. Si on nous fait la même chose, la promesse de Biden d'un chemin de fer extraordinaire va buter sur le fait que l'argent qui devait être investi ne le sera pas. Bon, les Américains sont d'habitude très regardants sur leur financement pour que ça puisse aller là où il faut. Espérons qu'on sera dans cette situation pour avoir ce résultat, parce qu'encore une fois, c'est un investissement important pour cette zone. Je donne juste un exemple. Actuellement, pour faire ce trajet, il faut 45 jours. Si ce chemin de fer est installé comme il est prévu, à 40, maximum 50 heures, on peut faire ce trajet. Vous voyez, entre 45 jours et 50 heures au maximum, il faut reconnaître qu'il y a un besoin extraordinaire, mais parfois, à côté du besoin, d'autres viennent amener leurs propres besoins, ce qui dévie finalement un objectif qui est un objectif noble pour cette zone africaine. Alors pourquoi avoir attendu tout ce temps pour venir faire cet investissement en Afrique? Parce que Joe Biden, ce n'est pas quand même en 2022 qu'il est venu, il a été investi depuis 2020, c'est en 2022 qu'il attend pour faire sa promesse, et ce n'est qu'à la fin de son mandat en 2024 qu'il vient sur le continent pour cet investissement. Mais ça montre comment le continent africain, à part le côté commerce, c'est-à-dire faire de l'Afrique un marché pour vendre ses produits, faire de l'Afrique également une source pour pouvoir obtenir des matières premières. Dans cette zone, par exemple, ils sont intéressés surtout par le cuivre et par le cobalt. Puisqu'on est actuellement dans la transition énergétique, il faut aller vers ce qu'on appelle de plus en plus l'énergie verte. Et le cuivre et le cobalt jouent un rôle extrêmement important dans cette affaire de transition énergétique. Et il y en a plein dans cette zone-là. Ça fait que l'investissement, c'est pourquoi je disais qu'ils ne viennent pas parce qu'ils sont gentils, l'investissement est un investissement intéressé également. Les Américains sont intéressés par ces matières premières qui sont au niveau de cette zone. Maintenant, sur le plan politique, il faut le dire clairement, si ce n'est pas ce côté commerce, ce côté source de matières premières, l'Afrique ne fait pas partie des soucis des États-Unis. C'est pourquoi il arrive à la fin de son mandat, mais vous n'avez pas vu au niveau des États-Unis une quelconque pression disant non, pourquoi le président américain n'est pas allé sur le continent africain.
Alors, dans la foulée de sa présence, Joe Biden fait une certaine annonce qui retient l'attention, une enveloppe de plus d'1 milliard de dollars américains à destination d'une trentaine de pays africains pour faire face aux besoins provoqués par les catastrophes naturelles. Comment comprendre une telle annonce de Joe Biden? Ben, je me dis, il se rattrape. Je me dis, il se rattrape tout simplement. Puisque, d'habitude, dans les sommets, il ne faut pas oublier qu'au niveau du sommet Chine-Afrique, il n'y a pas longtemps, c'est la même chose, il y a une annonce. C'est pourquoi il faut qu'on fasse attention, regardez comment les sommets se répètent et comment à chaque sommet il y a une annonce pour que chacun montre qu'il est quand même présent sur le continent africain et il essaye de participer au développement de l'Afrique. Cela est vrai puisqu'ils sont là à aider à mettre en place des infrastructures, à aider également effectivement sur ces questions de catastrophes naturelles qui sont une réalité aujourd'hui sur le continent africain. Mais il faut le dire clairement, ce n'est pas de la générosité, ce n'est pas de la gentillesse, c'est pour pouvoir également occuper cet espace africain, c'est pour pouvoir également concurrencer d'autres qu'ils considèrent comme des adversaires à l'échelle géopolitique qui les amènent à pouvoir poser ses pas, parce que sinon, ça va être tout simplement un discours qui ne risque pas d'aller loin. Les visites des présidents américains, généralement, c'est des problèmes. L'Angola a été obligé de décréter 2 jours fériés, ce qui pour moi est inadmissible. La visite d'un président américain ne vaut pas 2 jours fériés. Moi, ça me rappelle la visite de Bush W. George. Quand il venait à Dakar, je fais partie de ceux qui manifestaient pour dire qu'on n'avait pas besoin de lui. Puisqu'on le surnommait à l'époque le boucher de Bagdad, puisqu'il y avait la guerre en Irak. En même temps, nous, il n'y avait pas des jours fériés, mais les zones où il devait aller, on avait dit aux populations, restez calfeutrés chez vous, ne vous mettez même pas dans les balcons pour regarder. Mais nous, on avait dit, si c'est ça, c'est pas la peine qu'ils viennent au Sénégal. On avait avec le professeur Malick Ndiaye, professeur de philo, on a fait un peu le tour de certaines villes du Sénégal, faire des conférences pour lui dire qu'il n'est pas la bienvenue. On a organisé une marche à Dakar également pour lui dire qu'il n'est pas la bienvenue parce que c'est des visites qui pèsent extrêmement lourd sur nos pays. Il a refait la même chose qu'il avait fait à Dakar. Quand il est venu à Dakar, les présidents du Mali, du Ghana, Gambie, Cap-Vert, etc. sont venus à Dakar pour le rencontrer. Là-bas, il a refait la même chose. La RDC, la Zambie, etc. sont venus également en Angola pour le rencontrer. Je crois qu'il faut que le président américain sache qu'un président d'un pays africain, d'un point de vue politique, c'est son alter ego, même si économiquement, militairement, les États-Unis sont plus puissants que ce pays-là. Alors, quelle est la durabilité de ces actions, vu que Joe Biden est à la fin de son mandat et qu'on sait, entre lui et Donald Trump, ce n'est pas la même direction, ce n'est pas la même gouvernance. Pour le continent africain, quelle sera la conséquence de ces départs, de ces annonces faites au point de départ de Joe Biden? C'est toute la question par rapport à cette promesse d'abord. Parce qu'il y a encore des promesses qui sont là, depuis Obama, et qui ne sont toujours pas réalisées, parce qu'après Obama, tout le monde sait ce qui s'est passé. Ce n'était pas à ce monsieur de le faire. Tu as Power Africa qui est là, qui concerne l'électrification du continent africain, très largement, et une électrification à bas prix. Ça n'avance pas du tout, parce qu'il y a un problème de financement. Et c'est celui qui est le président de la République, c'est celui qui est majoritaire au niveau du Parlement, du Sénat, etc., puisque c'est là-bas qu'on prend les décisions d'orientation. Quand ces gens-là ne marquent aucun intérêt par rapport au continent africain, vous avez des projets qui peuvent être des projets intéressants qui dorment tout simplement dans les tiroirs. Et aujourd'hui, c'est la crainte. Est-ce que quand le président Trump va être installé le 20 janvier, est-ce qu'il va continuer dans la direction des engagements du président Biden? Il a déjà montré qu'il y a des engagements qui avaient été pris, lui, il ne va pas suivre. Sur les questions de l'environnement, puisque ici on parle également d'énergie verte, de transition énergétique. Tout le monde connaît sa position. Est-ce qu'il ne va pas dire encore que ce n'est pas une priorité? Sur l'aide des États-Unis concernant le FUNIAP qui s'occupe des questions de planification familiale et autres, tout le monde connaît la position de Trump, mais il ne serait pas surprenant que Trump vienne et décide de ne pas continuer exactement ce que Biden avait commencé à faire. Et en ce moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, la visite tardive va avoir cet inconvénient où on va pouvoir faire des déclarations,
mais des déclarations qui risquent de ne pas avoir de suite de façon concrète. Alors, que faut-il retenir de cette visite tardive, comme on le dit, de l'arrivée du président américain Joe Biden sur le continent africain et précisément en Angola? Mais moi, je dirais que l'investissement est intéressant parce que quand même, sur cette partie de l'Afrique reliée pratiquement à l'Afrique de l'Est, à l'Afrique de l'Ouest, c'est une très bonne chose parce qu'il y a un manque d'infrastructures sur le continent africain qui est indiscutable. Il faudrait maintenant qu'on puisse savoir c'est quoi le montage financier dans cette affaire-là pour qu'on puisse avoir une véritable infrastructure qui puisse répondre aux attentes des populations sur le plan économique, mais surtout également qu'après l'installation, qu'il y ait une très bonne gestion pour que tout cet argent investi ne tombe pas à l'eau très rapidement à cause d'une mauvaise gestion, d'une mauvaise maintenance, du matériel roulant, des rails, etc. Parce que ça demande véritablement un travail qui va suivre après cela. Merci beaucoup à vous, Mamadi Diouf, d'avoir répondu à nos questions. Et merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro du décryptage. Je vous retrouve tout à l'heure dans la suite du programme du soir sur New World Info.